Bonsoir. Ceci est le premier voyage. Les routes et les chemins maritimes que suivit l'amiral Don Cristóbal Colón quand il découvrit les Indes. Oui, à tout de suite. Transcrit et abrégé, à l'exception de l'envoi préliminaire qu'il adressa au roi catholique, et que voici littéralement. Et il commence ainsi. In nomine Domini nostri Jesu Christi, très chrétien, très haut, très excellent et très puissant prince, roi et reine des Espagnes et des îles de la mer, nos seigneurs. En cette présente année 1492, après que vos Altesses eurent mis fin à la guerre contre les Maures qui régnaient encore en Europe, et l'avoir achevée en la très grande cité de Grenade, où, le 2e jour du mois de janvier de cette même année, je vis hisser les étendards royaux de vos Altesses autour de l'Alhambra, et où je vis le roi Maure sortir aux portes de la ville et baiser les royales mains de vos Altesses et du prince, mon seigneur, bientôt, en ce même mois, ensuite des informations que j'avais données à vos Altesses des terres de l'Inde et d'un prince appelé Grand Khan, et de ce que, maintes fois, lui et ses prédécesseurs avaient envoyé à Rome y demander des docteurs en notre sainte foi, afin de s'en instruire, et parce que jamais le Saint-Père n'y avait pourvu, et qu'ainsi tant de peuples se perdaient, tombaient en idolâtrie, et recevant parmi eux des sectes de perdition. Vos Altesses, comme catholiques chrétiens, princes fidèles et propagateurs de la sainte foi chrétienne, ennemis de la secte de Mahomet et de toutes les idolâtries et hérésies, pensèrent m'envoyer, moi, Cristóbal Colón, aux dites contrées de l'Inde, pour y voir les dits princes et les peuples et les terres et leur situation et toutes choses, ainsi que la manière dont on pourrait user pour convertir ces peuples à notre sainte foi. Elles m'ordonnèrent de ne pas aller par voie de terre à l'Orient, par où l'on a coutume de le faire, mais par le chemin d'Occident, par lequel nous ne savons pas de foi certaine que, jusqu'à ce jour, personne soit passé. Ainsi, après avoir chassé tous les Juifs hors de vos royaumes et seigneuries, vos Altesses, en ce même mois de janvier, m'ordonnèrent de partir avec une suffisante armada aux dites contrées de l'Inde. Et pour cela, elles me comblèrent de grâce, m'anoblirent, décidèrent que dorénavant je m'appellerais Don, et que je serais grand amiral de la mer Océane, et vice-roi et gouverneur perpétuel de toutes les îles et de la terre ferme que je découvrirais et gagnerais, et qu'à ma suite on découvrirait et gagnerait dans la mer Océane, et que mon fils aîné me succéderait en ces titres, et ainsi de génération en génération, pour toujours et à jamais. Et je partis de la cité de Grenade le 12e jour du mois de mai de la même année 1492, un samedi. Je vins à la ville de Palos, qui est port de mer, où j'armai 3 navires très convenables pour telle entreprise, et je partis dudit port, bien pourvu de très nombreuses subsistances et de beaucoup de gens de mer, le 3e jour du mois d'août de ladite année, un vendredi, 1 demi-heure avant le lever du soleil. Et je pris le chemin des îles Canaries, qui sont à vos Altesses et se trouvent en ladite mer Océane, pour, de là, prendre ma route et naviguer jusqu'à toucher aux Indes, m'y acquitter de l'ambassade de vos Altesses auprès des sudits princes et y accomplir ainsi ce qu'elles m'avaient ordonné. En ces raisons, je me suis proposé d'écrire très ponctuellement, au jour le jour, tout ce que je ferai et verrai et ce qui m'arriverait pendant ce voyage, comme bien on le verra plus avant. De plus,
Seigneur prince, tout en écrivant chaque nuit ce qui sera arrivé le jour, et le jour, la navigation de la nuit, j'ai le dessein de faire une nouvelle carte marine sur laquelle je situerai toute la mer et toute la terre et toutes les terres de la mer Océane dans leur propre position, sous leur vent, et de composer en outre un livre, et d'y mettre tout fidèlement peint par latitude équinoxiale et longitude occidentale. Ça commence comme ça? Ça commence comme ça. Alors c'est étrange. C'est étrange parce que je m'y reconnais comme historien. Si je veux rencontrer l'histoire, j'ai envie quand même de me créer des surprises. Là, c'est un texte d'époque, hein. C'est Christophe Colomb qui écrit. Et il écrirait comme moi j'écris. C'est pas normal. Normalement, les documents du passé, on les reconnaît à ça. Ils s'intéressent à des choses qui ne nous intéressent pas du tout. Et ce qui nous passionne, ils le dédaignent. Et là, tu dis, le 2 janvier 1492, les rois catholiques, Isabelle, Ferdinand, battent l'émirat Nasrid, comme on dirait dans un livre d'histoire. Tu dis, le 17 avril 1492, la même année, les rois catholiques expulsent les Juifs, et que c'est dans cette lancée-là que commence la traversée de la mer ténébreuse. Tu dis comme on dit aujourd'hui. Mais c'est pas normal. C'est pas comme ça l'histoire, normalement. Bon, il y a quelque chose que tu dis et qu'on ne dit plus. C'est que cette traversée-là, pour découvrir des terres, c'est aussi une ambassade. C'est bien ça, Grand Khan. Tu vas chercher l'Orient différemment. On comprend donc que cette conquête sera la poursuite de la reconquête, reconquista, par d'autres moyens. Mais qu'est-ce que tu dis là sur... c'est quoi la phrase là? Ils m'ordonnèrent? Elles m'ordonnèrent de ne pas aller par voie de terre à l'Orient. Elles m'ordonnèrent les Atlas? Ah non, ça s'est pas passé comme ça en revanche. Elles t'ont rien ordonné du tout. Elles ont consenti, elles ont cédé à la pression, à l'usure. Depuis 1490, tu les tannes avec ton histoire d'entreprise des Indes. Personne n'a voulu y croire. T'es génois. T'as commencé à essayer de convaincre le roi de Portugal, Jean II. Il ne voulait pas te croire. Personne ne veut te croire. Jean II. D'ailleurs, il t'a dit, c'est pas possible. Et Isabelle te dit, Jean II t'a dit que c'est pas possible. Tu t'en souviens? Oui. Je vais faire Isabelle. Pourquoi Jean II ne vous a pas écouté? Qu'aviez-vous exigé? Rien d'extravagant, des éperons d'or et le titre d'amiral. L'espérance m'habite. J'ai tourmenté les saints par mes neuvaines, et voilà, grâce à votre Altesse, ma vie nourrie de miracles. Grâce me soit donnée d'accomplir mes voyages, de revenir des Indes chargé d'épices sans souiller la source. J'apporterai mon Dieu et ma foi, et je vivrai serein en bâtissant la demeure de l'Europe. Est-ce le chant fertile du printemps? Est-ce la langue des passions qui m'appelle? Est-ce ma faim têtue de gloire ou ma respiration muselée qui m'entraîne? Déjà l'océan s'offre à moi. Il s'ouvre comme une huître devant mes bateaux. Il frissonne devant le vertige d'un homme. Ses vagues disciplinées me parlent comme la chevelure d'une amante. Ma parole éveille la soif du ciel. Les poissons me saluent de leurs écailles multicolores. Vous m'avez dit que vous étiez exalté, ce n'était pas une calomnie. Sans exaltation, pas de salut pour le génie, disait Sénèque. Grâce à l'exaltation, j'ai fait rougir l'ombre de mes craintes. Je me sens déjà l'égal des plus grands. Connaissant les saisons et les sautes du temps, ayant une grande expérience des routes maritimes, j'ai déjà bravé les fortes tempêtes d'automne et d'hiver. Dans les eaux les plus tumultueuses et les plus sinistres de l'océan, de Kyo à Tunis, de Constantinople à Gênes, je sais utiliser les vents et les courants.
naviguer à l'estime. Je sais obéir au vent fort et courir sous lui jusqu'à destination. Qu'est-ce qu'on joue là? Là, c'est pas ce qu'on a annoncé, c'est pas le journal de bord de Christophe Colomb. Ça, c'est une pièce de Jean Métellus. Que tu as amené. Oui. Parce que tu tiens, j'imagine. Oui. Pourquoi? Ah, j'y tiens parce qu'elle est très bien écrite et elle me paraissait un contrepoint peut-être plus poétique au journal de Christophe. Voilà. Ouais. Pourquoi. Plus poétique sans doute, mais pas plus théâtral. Parce que si tu veux bien, on va s'attacher quand même à ce texte, au texte de Colomb, à ceux qui l'environnent. Et on peut même d'ailleurs dire que cette scène de la capitulation de Santa Fe, alors attention, capitulation, ça ne veut pas dire reddition sans condition. Ça veut dire même exactement le contraire. Ça veut dire qu'on va négocier chapitre par chapitre les conditions du voyage, parce que Christophe tente d'une certaine manière de tenir son rang et d'obtenir des choses. Et là, on a un texte qui est un grand parchemin avec, on le voit bien dans la matérialité même de sa disposition, la trace d'une négociation. Là, je pense que simplement, sans chercher autre chose, on a du théâtre. Vas-y. Ce que donc Cristobal Colón sollicite, que vos Altesses lui donnent et accordent en quelque rémunération de ce qu'il a découvert en les mers océanes et du voyage qu'à présent, avec l'aide de Dieu, il va entreprendre sur ces mers au service de vos Altesses, est ce qui suit. Premièrement, que vos Altesses, comme seigneurs qu'elles sont des dites mers océanes, fassent dès à présent du dit Don Cristobal Colón leur amiral sur toutes les îles et terres fermes qui, par sa main et par son industrie, seront découvertes et conquises sur les dites mers océanes. Duquel titre jouiront, lui, sa vie durant, puis, après sa mort, ses héritiers et successeurs, de l'un à l'autre, perpétuellement, avec toutes les prééminences et prérogatives qui sont de tel office. Bon, ok. Et là, on marque dans la marge, tel est le bon plaisir de leurs Altesses, signé le secrétaire Juan de Colonna. Bon. En outre, que vos Altesses fassent dudit Don Cristobal leur vice-roi et gouverneur général de toutes les susdites îles et terres fermes qui, comme il est dit, seront découvertes et conquises sur les dites mers et que, pour le gouvernement de chacune et d'une quelconque d'entre elles, il lui appartienne de désigner pour chaque charge 3 personnes, parmi lesquelles vos Altesses prendront et choisiront une, celle qui conviendra mieux à leur service, afin qu'ainsi soient mieux gérées les terres que notre Seigneur permettra à Don Cristobal de trouver et conquérir au service de vos Altesses. De vos Altesses. Donc là, vous comprenez, le gars, il pousse son avantage, et là, on pense qu'on est d'accord. Donc, deuxième notation marginale, tel est le bon plaisir de leurs Altesses, Juan de Coloma, et on va s'arrêter là peut-être. Item, que pour toute et n'importe quelle marchandise, pour toute et n'importe quelle marchandise, que ce soit perles, pierres précieuses, or, argent, épices ou autre chose, et marchandises, quelle que soit leur espèce, nombre et qualité, qui se puissent acheter, troquer, trouver, conquérir, et procurer dans les limites de ladite amérauté, dès à présent vos Altesses accordent la grâce au dit Don Cristobal qu'elle veuille qu'il ait et prélève pour lui-même la 10e partie de tout cela. Déduction faite de toute dépense afférente, en sorte que du solde net et libre, il est et touche la 10e partie pour lui-même et en face à sa volonté les 9 autres parties restant à vos Altesses. Tel est le bon plaisir de leurs Altesses, Juan de Coloma, et on est et d'accord. aussi, si, à cause des marchandises qu'il amènera des dites îles et terres qui, comme il a été dit, seront gagnées et découvertes, ou des marchandises qu'en échange des précédentes, on prendra ici à d'autres marchands, il survenait un quelconque procès
Au lieu où le dit trafic et marché aurait été conclu et fait, comme par la prééminence et son titre d'amiral, il lui appartiendra de connaître d'un tel procès, il plaise à vos Altesses, que lui ou son lieutenant, et non un autre juge, connaissent de tels procès et qu'à cet effet, elles y pourvoient dès maintenant. Tel est le bon plaisir de leurs Altesses, si ce droit appartient au dit office d'amiral, tel que l'exerçait le dit amiral Don Alonso Enriquez et les autres, ses prédécesseurs, en leur district, et si cela est juste signé Juan de Coloma. Vous avez vu comment il a peu à peu poussé son avantage. Vous avez vu comment ils ont peu à peu cédé sur ces différentes revendications. Vous avez peut-être entendu combien, là encore, dans ce texte, le sens fuit un peu. De quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de conquérir ou de découvrir? On parlait tout à l'heure d'une ambassade pour aller par un autre chemin plus direct et occidental à un endroit qu'on connaît très bien, l'Inde. Et là, il y a des clauses qui nous indiquent qu'on envisage aussi la possibilité que par cette route océane de l'Ouest, on découvre autre chose. Donc on embarque. Quel étrange voyage sous le signe de l'Alcyon. Les mouettes rendent muettes toutes les vagues et tissent en nids fabuleux les brins d'algues. Adieu aux liens inutiles. J'ai brouillé toutes les pistes pour en suivre une seule, la mienne. Cette mission sauvera le monde entier, la chrétienté. Nous voici maintenant mettant le cap sud-ouest, la proue tournée vers l'ouest, délestés de toute hésitation, de toute incertitude, détachés de la terre, libérés de l'attente, déliés de toute contrainte, envoûtés par les bruits qui accompagnent le silence de l'océan, les grincements du bois lorsque nos caravelles oscillent, le gémissement berceur des boutes tendues, la turbulence des vagues se brisant sur l'étrave, les échos et murmures qui balaient le pont, un monde liquide et aérien calme ou courroucé nous enveloppe. Merci, mon Dieu, de m'avoir placé dans cet univers familier et mystique, d'avoir mêlé mon souffle à la respiration du grand large, de m'avoir arraché au piège, de m'avoir tiré d'un interminable sommeil. Merci de me proposer maintenant le miel de l'inconnu, la musique de la nouveauté. Merci à la Providence et à toutes ses œuvres sur la terre, la mer et dans les airs. Alors on ne s'en sortira pas comme ça, c'est ce que dit Métellus. On ne s'en sortira pas comme ça. Ce n'est pas qu'une question de boutiquier, ce n'est pas qu'une question d'ambassadeur, ce n'est pas qu'une question de raison. Le Christophe Colomb, qui est le héros de notre modernité, il semble être, à ce moment-là, autre chose que le froid calculateur qu'on exalte. Quelqu'un qui a l'Apocalypse pour horizon et peut-être une nouvelle Genèse pour espérance. Donc, on embarque. Nous partîmes le vendredi 3 août 1492. À 8 heures de la barre de Saltès, nous allâmes vers le sud jusqu'au coucher du soleil, sous un vent vif, pendant 60 milles qui font 15 lieues, ensuite au sud-ouest, puis au sud quart sud-ouest, ce qui était le chemin des Canaries. Lundi 6 août, le gouvernail de la caravelle Pinta que montait Martin Alonso Pinson sauta ou se disloqua par l'industrie à ce que l'on crut ou soupçonna d'un certain Gomez Rascon et de Cristobal Quintero, dont c'était la caravelle et à qui ce voyage pesait. L'amiral se souvint qu'avant le départ, ces hommes avaient été surpris en intrigue et machination, comme on dit. L'amiral se vit ici en grand embarras de ne pouvoir secourir la dite caravelle sans se mettre en danger lui-même, mais il avoue qu'il sentait son inquiétude diminuer de savoir que Martin Alonso Pinson était un homme de courage et de grandes ressources. Mercredi 8 août. Les pilotes des 3 caravelles eurent des opinions différentes sur l'endroit où l'on se trouvait, mais l'amiral approcha au plus près.
L'amiral approcha au plus près de la vérité. Il voulait atteindre la Grande Canarie pour y laisser la caravelle Pinta qui faisait eau et dont le gouvernail était endommagé. Il voulait prendre par là une autre caravelle s'il la trouvait, mais il ne put y arriver ce jour-là. Le jeudi 9 août, l'amiral... L'amiral ne put toucher la Gomorrha que le dimanche à la nuit. Martin Alonso, qui ne pouvait plus naviguer, resta au large de la Grande Canarie sur ordre de l'amiral. L'amiral? Mais attends, excuse-moi, qui parle là? Commandant. Je préfère l'appeler commandant. Commandant Cousseau, voilà, c'est ma blague, je la fais, comme ça on est bien. Commandant Cousseau, vous ne parlez pas de vous à la première personne quand même. Vous n'êtes pas Alain Delon. C'est quoi cette histoire? De qu'est-ce qu'on lit là? Il y a quelque chose qu'on croit lire, c'est le journal de bord de Christophe Colomb, et effectivement, c'est écrit plus ou moins jour par jour. Mais à un moment donné de ce texte, il se met à parler de lui à la troisième personne, et puis il y a d'autres sautes comme ça de narration. En fait, c'est compliqué, cette source. Ce n'est pas exactement ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'il y avait dans les capitulations de Santa Fe? L'obligation pour le navigateur génois, une fois revenu, s'il revenait, de donner un livre et une carte à ses commanditaires ou ses mécènes, Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques. Il l'a fait. On sait qu'il a fait un journal et qu'il l'a donné. Mais les rois catholiques l'ont conservé, mais cet autographe a été perdu. Ils en ont fait une copie qu'ils ont donnée au fils, Hernando, de Cristobal, mais cette copie a également été perdue. Alors qu'est-ce qu'on lit? On lit un journal reconstitué par quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est l'évêque du Chiapas, Bartolomé de Las Casas, très célèbre pour avoir défendu la cause des Indiens lors de la controverse de Valladolid, et qui a intégré ce qu'il a vu, lui, et qui a été perdu depuis, des extraits du journal de Christophe Colomb dans son histoire des Indes. Mais qu'est-ce que fait Bartolomé Las Casas dans son histoire des Indes en 1559? Il tente de sauver la geste colombine dans sa pureté, dans son innocence, dans son énergie, dans sa volonté première de ce que c'est devenu. En 1559, le massacre a commencé. Il a même des conséquences démographiques terrifiantes. Et donc, qu'est-ce qu'on lit? On lit déjà l'ombre portée sur le voyage de Christophe Colomb, de cette mémoire qui est en train de se compliquer, de s'assombrir, de se blesser. Tu parles des 3 caravelles. Niña, Pinta et Santa Maria. Vous avez entendu Santa Maria? J'ai interrogé la source. Tu dis tout le temps, Christophe, que tu navigues sur une grande caravelle. Elle s'appelle comment? Ah oui, ça c'est une source, hein, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à toutes les questions. Niña, Pinta, ça veut dire la petite, la ptiote. Pinta, celle qui est peinturlurée. C'est des noms de putes. Comme tous les marins, ils appellent leurs bateaux de noms de prostituées. Certainement pas Santa Maria. Donc Santa Maria, on a une bonne chance, y compris de ce qu'on a chanté à l'école, d'être dans une histoire qui est reconstituée. Je sens que ça va être très long, cette traversée. Continue. Samedi 8 septembre. À 3 heures de la nuit, le vent de nord-est se leva et l'amiral prit sa voie et sa route vers l'ouest. Il eut grosse mer en proue, ce qui gênait sa marche, mais il fit 9 lieues entre ce jour-là et sa nuit. Dimanche 9 septembre, ce jour-là, ils perdirent complètement de vue la terre. Craignant de ne pas la revoir de longtemps, beaucoup soupiraient et pleuraient. L'amiral les réconforta tous avec de grandes promesses, de maintes terres et richesses, afin qu'ils conservassent espoir et perdissent la peur qu'ils avaient d'un si long chemin. Il fit ce jour-là 19 lieues et décida d'en compter moins qu'il n'en faisait, afin que ces gens n'en fussent ni effrayés ni découragés si le voyage se faisait très long.
Dans la nuit, il fit, à raison de 10 000 par heure, 120 000, qui font 30 lieues. Les marins gouvernaient mal, dérivant vers le quart nord-ouest et même vers le demi-quart, de quoi l'amiral les semonça plusieurs fois. Ça va être très très long, cette traversée. Et ça, il commence à le comprendre au fur et à mesure, à tel point d'ailleurs qu'il ne peut le dire à son équipage. Et à partir de ce moment-là, son journal est comme à double fond, ou une comptabilité à partie double. Il y a la distance qu'il parcourt réellement, qu'il calcule, qu'il mesure, et il y a celle qu'il avoue à ses matelots, car il est, au fond, condamné à mentir. Lui-même s'est peut-être un peu menti à lui-même. Il est évident que s'il avait su que la traversée était aussi longue, il avait promis un voyage de quelques semaines, et 2 semaines, eh bien, il ne serait pas parti. L'audace de Christophe Colomb, c'est d'une certaine manière la fille illégitime de ses erreurs de calcul. S'il avait bien calculé la distance, jamais il serait parti. Ce qui est poignant, en fait, dans ce journal, c'est qu'on voit quand même qu'au fur et à mesure, l'inquiétude, elle s'installe, que la longueur est interminable, que la profondeur du temps qui passe devient insondable, qu'on cherche à s'accrocher à quelques signes qui sont toujours des signes avant-coureurs d'une terre qu'on ne voit pas venir. Ici une algue, là un oiseau, plus loin un bois qui flotte, mais on s'enfonce dans l'inconnu. Comment il a pu se tromper à ce point? Eh bien parce que Christophe Colomb est un lecteur. L'histoire de sa traversée, c'est l'histoire du roman d'un lecteur. Il a réussi à se convaincre que la chose était possible en lisant toute la littérature cosmographique, géographique ou même analytique du Moyen-Âge. Il est passionné par Marco Polo, il est passionné et c'est évidemment en lisant Marco Polo qu'il se fait l'idée de l'Inde qu'il cherche, ou d'une manière générale de l'Orient comme horizon onirique, et il a lu littéralement tous les géographes, disons, de la géographie ptolémaïque du Moyen-Âge. On le sait d'ailleurs parce qu'on a ses livres, on a sa bibliothèque, et on a 2565 notes marginales sur les livres qu'il était en train fiévreusement de noter, et parmi celles-là, 877 pour l'Imago Mundi de Pierre Dailly, notamment celle-ci. La fin de la terre habitable du côté de l'Orient et la limite extrême des centres habitables de l'Occident sont très rapprochées, si l'on en croit Aristote et Averroès. Deuxième livre du ciel et de la terre. Entre les deux extrémités, il n'y aurait qu'une petite mer, bien que l'étendue en largeur de la terre ferme soit supérieure à la moitié du cercle de la Terre. Ça, tout le monde le dit. Et c'est comme si, d'une certaine manière, la voie océane offrait la possibilité d'un accès à l'Orient, à l'Inde, à hauteur d'espérance, comme s'il y avait aussi, d'ailleurs, entre l'extrême occident de l'Europe et ce rivage inconnu de l'Orient, une sorte d'archipel qui permettait, parce qu'il y a toujours des îles, disent-ils, qui permettaient de traverser à gué. Il y a quelqu'un qui aussi l'a décrit, c'est un pape, c'est le pape Pie II, Piccolomini, un humaniste, dans l'Historia Rerum Ubique Gestarum, on lit ceci. L'extrémité orientale de la terre habitée et l'extrémité occidentale de la terre habitée sont assez rapprochées. La partie qui les sépare est une petite mer. L'auteur croit que les deux zones voisines du pôle et une troisième située sous le cours du soleil sont inhabitables, les unes à cause du froid, les autres en raison de la chaleur. Mais le contraire a été prouvé. Dans le Midi par les Portugais et dans le Septentrion par les Anglais et les Suédois qui naviguent dans ces régions. Jules enseigne... Julius Solinus, que Pie II a largement reproduit dans son Historia, si je peux me permettre. Je peux mettre une note de bas de page de temps en temps. Hein.
Jules enseigne que toute la mer qui va de l'Inde en Espagne en contournant l'Afrique est navigable. Il a été rapporté au Sérénissime roi de Portugal par un de ses capitaines en l'année 1488. 1488, c'est le cap de Bonne-Espérance. Hein. Il a été rapporté qu'il avait envoyé pour prendre terre en Guinée, que ce capitaine avait navigué au-delà de l'équateur, 1°45', des épaves de navires dans le golfe arabique laissées par des naufragés espagnols. L'auteur enseigne que tout l'océan septentrional est navigable. L'auteur enseigne qu'on a trouvé en Germanie des navires venant des Indes qui contenaient des hommes et des marchandises. S'il y a une distance extrêmement grande, des navires ne pourraient pas le parcourir sans danger. Mais il reconnaît que ces deux pays sont assez rapprochés. Des hommes sont venus du Cathay, qui est en Orient. Nous avons vu des choses remarquables, notamment à Galway, en Hibernie, un homme et une femme de grande taille dans des barques à la dérive. Cette Hibernie, c'est l'Islande. Ce voyage, c'est un voyage que Christophe Colomb a lui-même fait, c'était en 1477. Et il raconte qu'en Islande, en 1477, il a vu en effet sur des barques des hommes si grands qu'ils ne pouvaient venir que d'ailleurs. Ce qui veut dire que dans cet élan, dans cette espérance, il mêle indifféremment ce qu'il a vu lui-même, ce dont il a entendu parler, ce qu'il a lu, et que tout cela crée aussi les conditions d'un savoir qui est un savoir commun, d'un savoir partagé, du savoir nautique, de toutes les expériences, pas seulement effectivement celles des Génois, des Italiens, des Catalans, mais celles apparemment de ces savoirs septentrionaux de la mer du Nord, ce qui évidemment, pour nous, crée les conditions d'un soupçon. Et si d'autres y avaient été avant, pourquoi est-il si bien renseigné? Est-ce qu'il ne fait que reprendre un voyage que des pêcheurs, pourquoi pas d'Islande, de Labrador, de terre du Nord, ont pu faire avant lui? C'est cela, effectivement, qui rend possible la traversée, non seulement des erreurs de calcul, mais des lectures, mais des expériences, mais tout cela qui crée les conditions, effectivement, d'une incroyable audace. Mais qu'est-ce que c'est long, quand même. Par exemple, le dimanche 23 septembre, on en est où? Ils virent une tourterelle, un albatros et un autre petit oiseau de fleuve et d'autres oiseaux blancs. Les herbes étaient nombreuses et ils y trouvaient des crabes. Comme la mer était tranquille et étale, l'équipage murmurait et disait, puisqu'en ces parages il n'y avait pas de grosse mer, jamais il n'y aurait de vent pour retourner en Espagne. Mais plus tard, quoique sans vent, la mer devint si grosse que cela les étonna, et ce pourquoi l'amiral dit ici, « Ainsi, très nécessaire me fut la grosse mer, et jamais ne l'apparut tant, sauf aux âges des Juifs, quand ils sortirent d'Égypte avec Moïse, qui les tirait de captivité. » Oui, alors là, comment ça s'est chauffé? Moïse, la mer qui s'ouvre, l'Exode, il est, encore une fois, davantage qu'un héros de la modernité, le héros, A-U-L-T, okay, de l'Apocalypse. Il commence à y croire. Enfin, il vit à un moment, d'abord 1492, il faut savoir, dans la plupart des calendriers du monde, pas seulement le calendrier chrétien, c'était considéré comme une fin du monde possible. Donc, il y a une sorte d'horizon tremblant de l'eschatologie qui fait que les Juifs ont été expulsés, la sainte foi est partout triomphante. Le dernier réduit musulman de la péninsule ibérique a été liquidé. La pureté du sang espagnol va possiblement triompher dans le monde. Sainte foi, Santa Fe, mais vous imaginez, ces saintes foi, Santa Fe, comment elles vont essaimer dans le monde, partout, des saintes foi, Santa Fe de Bogota, etc. Il y a cette incroyable volonté mystique. Mais ça ne va pas être ça.
Il rêve d'exode, il rêve de refaire la geste de Moïse, et au fur et à mesure qu'il s'approche du but, il s'en éloigne, puisque ce qu'il va rejouer, ce n'est pas l'Exode, c'est la Genèse. C'est l'origine du monde. Mardi 25 septembre. Il y eut ce jour-là beaucoup de calme et ensuite du vent, et ils suivirent leur chemin de l'ouest jusqu'à la nuit. L'amiral conférait alors avec Martin Alonso Pinson, capitaine de la caravelle Pinta, à propos d'une carte qu'il lui avait, 3 jours plus tôt, envoyée à sa caravelle et où, selon ce qu'il paraît, l'amiral avait peint certaines îles de cette mer. Martin Alonso disait qu'ils étaient dans leur parage, et l'amiral répondait qu'ainsi cela lui semblait, mais que, puisqu'il n'avait pas encore trouvé ces îles, les courants devaient en être la cause, qui toujours avaient fait dériver les navires au nord-est, et aussi parce qu'il n'avait pas tant fait de route que les pilotes le disaient. À ce point, l'amiral demanda qu'on lui renvoyât la dite carte, et après qu'avec une corde on la lui envoyée, l'amiral commença à l'étudier avec son pilote et ses marins. Quand le soleil fut couché, Martin Alonso monta à la poupe de son navire et, en grande joie, appela l'amiral, lui demandant de bonnes nouvelles parce qu'il voyait terre. Quand il l'entendit répéter la nouvelle avec assurance, l'amiral dit qu'il se jeta à genoux, rendant grâce à notre Seigneur, et Martin Alonso chantait le Gloria in excelsis Deo avec son équipage. Ainsi firent aussi les hommes de l'amiral, et ceux de la Niña grimpèrent aux mâts et aux agrès, et tous affirmèrent que c'était la terre. Et cela parut ainsi à l'amiral, qui estima en être à 25 lieues. Tous, jusqu'à la nuit, se répétèrent que c'était la terre. L'amiral ordonna de quitter le chemin suivi, qui était vers l'ouest, et d'aller tous au sud-ouest, où était apparue la terre. On fit ce jour environ 4 lieues et demie à l'ouest et dans la nuit 17 au sud-ouest, qui font 21, dont il n'avoua que 13 à ces hommes, afin que le voyage ne leur semblât pas trop long. Et pour ceux, il écrivit 2 fois le compte du parcours. Le moindre était le supposé et le plus long le vrai. La mer devint très étale, ce qui permit à nombre de marins de se jeter à la nage. Ils virent beaucoup de dorades et d'autres poissons. C'est beau, ça. La mer devint très étale, ce qui permit à nombre de marins de se jeter à la nage. Vous imaginez ça? Vous les imaginez au cœur, au centre de l'océan, à un endroit qu'ils ne peuvent plus nommer, à une distance qu'ils n'osent même plus mesurer, se jeter à la nage? Elle a dû être belle quand même, cette baignade. Je vous conseille la lecture d'un livre de Mariette Navarro, qui est paru l'année dernière, qui s'appelle Ultramarin. C'est un livre qui décrit, comme j'avais jamais lu, ce que c'est que se baigner, ce que c'est que la trace d'un corps qui fond l'eau, et elle le décrit depuis le pont supérieur d'un immense paquebot, qui est d'ailleurs commandé par une capitaine, qui accepte que tous ces marins aillent à l'eau. Elle les voit de très haut. Elle a peur, évidemment, que l'un ne remonte pas. Elle les compte, les recompte. Ils sont 15. Et quand ils remontent, ils sont 16. Je vous conseille cette lecture. Allez, on avance un peu. Jeudi 11 octobre. C'est le grand jour. Ils virent des pétrels et un jonc vert tout près de la nef amirale. Ceux de la caravelle Pinta virent un roseau et un bâton, et ils saisirent un autre bâtonnet travaillé à ce qui leur parut avec le fer. Puis encore un morceau de roseau et une autre herbe qui pousse en terre. Ceux de la caravelle Niña virent aussi d'autres signes de terre et un rameau d'épines chargé de ses fruits. À cette vue, ils respirèrent tous et se réjouirent. Ils firent en ce jour jusqu'au coucher du soleil 27 lieues. Après le coucher du soleil, l'amiral reprit son premier chemin vers l'ouest. Ils filèrent 12 milles à l'heure. Jusqu'à 2 heures après minuit, ils coururent 90 milles qui font 22 lieues et demie. Et comme la caravelle Pinta était le meilleur voilier et allait devant la nef amirale, ce fut elle qui découvrit la terre.
et fit les signaux que l'amiral avait ordonnés. Ce fut un marin nommé Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana. Continue. Ce fut ce marin qui vit cette terre le premier. Quoique l'amiral étant à 10 heures de la nuit sur le château de poupe, vit une lueur encore, que si furtive qu'il ne voulut point affirmer que ce fût terre. Alors là, c'est un peu inquiétant parce qu'on a une relation des gens qui accompagnèrent Cristobal Colomb lors de son premier voyage. Il y a une liste de marins, des matelots, mais il n'y a pas de Rodrigo de Triana dedans. Alors, est-ce que c'est la même histoire que celle de Mariette Navarro? On a tout imaginé. On a imaginé qu'ils embarquent, vous l'avez compris, le 3 mai. C'était le jour, le dernier jour pour les Juifs, pour se décider, soit la conversion, soit le départ. Et évidemment, on a pu imaginer que ce Rodrigo de Triana, qui n'était pas sur les listes de départ, c'est un passager clandestin, c'est un Juif, il s'est enfui. D'ailleurs, on trouve en Jamaïque des pirates juifs. C'est l'imagination qui, évidemment, déborde, s'enclenche, continue. Il appela Pero Gutiérrez, officier de la chambre du roi, et lui dit qu'il lui semblait voir une lumière, qu'il regarda à son tour, et ainsi fit l'autre, et il la vit. L'amiral parla semblablement à Rodrigo Sanchez de Segovia, que le roi et la reine avaient envoyé sur l'armada comme inspecteur, lequel ne vit rien, parce qu'il n'était pas placé de manière qu'il pût voir. Après que l'amiral eut dit cela, on vit encore cette lueur. C'était comme une petite chandelle de cire qui se haussait et s'abaissait, ce qui pour bien peu eût été un indice de terre, mais l'amiral tint pour certain qu'il en était prêt. C'est pourquoi quand ils furent réunis pour dire le Salve Regina, que tous les marins ont coutume de réciter et chanter à leur manière, l'amiral les pria et conjura de faire bonne garde sur le château de proue et de regarder bien du côté de la terre, car à celui qui le premier la verrait, il donnerait sur le champ un pourpoint de soie. À la 2e heure après minuit, la terre parut, distante de 2 lieues. Ils carguèrent les voiles, ne gardant que le tréhou qui est la grande voile sans bonnette, puis se mirent en panne, temporisant jusqu'au jour du vendredi où ils arrivèrent à une petite île des Lucailles qui, dans la langue des Indiens, s'appelait Guanahani. San Salvador. Alors, ils virent des gens nus, et l'amiral se rendit à terre dans sa barque, armé, avec Martin Alonso Pinzon et Vicente Yáñez, son frère, qui était capitaine de la Niña. L'amiral déploya la bannière royale, et les capitaines, 2 de ces étendards à croix verte que l'amiral avait pour emblème sur tous les navires et qui portaient un F et un Y Ferdinand et Isabelle. Ferdinand et Isabelle. Surmontés chacun d'une couronne, une lettre d'un côté de la croix et l'autre de l'autre côté. Arrivés à terre, ils virent des arbres très verts et beaucoup d'eau et des fruits de diverses espèces. L'amiral appela les 2 capitaines et tous ceux qui sautèrent à terre, et Rodrigo de Escolvedo, notaire de toute l'armada, Rodrigo Sanchez de Segovia, et il leur demanda de lui rendre foi et témoignage de ce que lui, par devant tous, prenait possession de la dite île. Comme de fait, il en prit possession, au nom du roi et de la reine, ses seigneurs, faisant les protestations requises comme plus au long il se voit dans les actes qui furent dressés là par écrit. Bienvenue dans la geste colombine. Là, on a tout. On a les gestes, on a les drapeaux, on a les cris, on a les prières, on a les souvenirs, et on va avoir cette description qui devient immédiatement célèbre de ce nouveau monde. Aussitôt, ils se rassemblèrent là, beaucoup de gens de l'île. Ce qui suit sont les propres mots de l'amiral en son livre de première navigation et de découverte des Indes. Moi, dit-il, afin qu'ils nous aient en grande amitié et parce que j'ai connu qu'ils étaient gens à se rendre et convertir bien mieux à notre sainte foi par amour que par force, j'ai donné à quelques-uns d'entre eux quelques bonnets rouges et quelques perles de verre qu'ils se sont mises au cou, et beaucoup d'autres choses de peu de valeur dont ils eurent grand plaisir.
et ils en devinrent si nôtres que c'était merveille. Ensuite, ceux-là venaient, nageant aux chaloupes des navires dans lesquels nous étions, et ils nous apportaient des perroquets, du fil de coton en pelote, des saguets et beaucoup d'autres choses qu'ils échangeaient contre d'autres que nous leur donnions, telles que petites perles de verre et grelots. Enfin, ils prenaient et donnaient ce qu'ils avaient, tout, de bonne volonté. Mais il me parut qu'ils étaient des gens très dépourvus de tout. Ils vont nus, tels que leur mère les a enfantés, et les femmes aussi. Toutefois, je n'en ai vu qu'une qui était assez jeune. Et tous les hommes que j'ai vus étaient jeunes, aucun n'avait plus de 30 ans. Ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps et très avenants de visage, avec des cheveux quasi aussi gros que de la soie de la queue des chevaux, courts et qu'ils portent tombant jusqu'aux sourcils, sauf en arrière. Quelques mèches qu'ils laissent longues et jamais se coupent. Certains d'entre eux se peignent le corps en brun, et ils sont tous comme les Canariens, ni nègres ni blancs. D'autres se peignent en blanc, et d'autres en rouge vif, et d'autres de la couleur qu'ils trouvent. Certains se peignent le visage et d'autres tout le corps. Certains se peignent seulement le tour des yeux et d'autres seulement le nez. Ils ne portent pas d'armes, ni même ne les connaissent, car je leur ai montré des épées que par ignorance ils prenaient par le tranchant, se coupant. Ils n'ont pas de fer, leurs saguets sont des bâtons sans fer, et certaines ont à leur extrémité une dent de poisson, et d'autres différentes choses. Tous sont pareillement de belle stature, de belle allure, bien faits. J'en ai vu quelques-uns qui avaient des marques de blessures sur le corps. Et je leur ai demandé par signe ce qu'était cela, et ils m'ont fait comprendre que d'autres îles, qui sont voisines, des hommes venaient ici, qui voulaient s'emparer d'eux et qu'ils s'en défendaient. Et j'ai cru, et je crois encore, qu'on vient ici de la terre ferme pour les prendre en esclavage. Ils doivent être bons serviteurs et industrieux parce que je vois très vite qu'ils répètent tout ce que je leur ai dit, et je crois qu'aisément ils se feraient chrétiens, car il m'a paru qu'ils n'étaient d'aucune secte. S'il plaît à notre Seigneur, au moment de mon départ, j'en emmènerai d'ici 6 à vos Altesses, pour qu'ils apprennent à parler. Je n'ai vu dans cette île aucune bête d'aucune sorte, sauf des perroquets. Ce sont les propres mots de l'amiral. Ce sont les propres mots de l'amiral ou ce sont les propres mots que Bartolomé de las Casas, qui sait que tout ça va tourner mal, très mal, si vite, désespérément mal, prête à l'amiral. On n'a pas envie de commenter, tout y est déjà, de l'innocence perdue de la découverte. Et tu sais quoi, on a 5 minutes pour revenir à Séville. Tu crois que c'est possible ? 5 minutes pour revenir 5 minutes pour revenir, ou Lisbonne, peut-être, si c'est plus facile pour toi. Parce que les gens veulent aller au théâtre aussi, il faut les comprendre. Le vrai théâtre à 20h, nous aussi d'ailleurs, peut-être. Donc, mercredi 13 février, on part le 16 janvier. Hein. Il repart le 16 janvier, 13 février. Du coucher du soleil jusqu'au jour, il eut durement à lutter contre le vent et la mer gonflée et tempétueuse. Du nord-est, des éclairs jaillirent par 3 fois. Ils allaient toutes voiles carguées la plus grande partie de la nuit, puis il rendit un peu de toile et il fit environ 52 000. Ce jour-là, le vent mollit un peu, les vagues se heurtaient, se secouaient et secouaient les navires. Il fit environ 55 000 qui font 13 lieues et demie. Ce jour-là, ils auraient pu effectivement ne pas s'en sortir et nous ne rien savoir de leur histoire. Mais le dimanche 3 mars... Après le coucher du soleil, il navigua toujours vers l'est, survint un tourbillon qui lui arracha toutes ses voiles et le mit en grand péril. Mais Dieu voulut le délivrer. Il avait parcouru 66 000 avant que ses voiles ne fussent emportées. Ensuite, on alla à main nue du fait de cette terrible tempête de vent et d'eau qui, des 2 côtés, les dévorait. On vit des signes de proximité de la terre. Il se trouvait tout près de Lisbonne. Il se trouvait tout près de Lisbonne et c'est là, à Lisbonne, qu'il donne aux envoyés de ses commanditaires, des rois catholiques, le texte. La lettre à l'archevêque ? Qu'on a perdu. Pas la lettre à l'archevêque. Parce que justement, ce n'est pas du tout ce texte-là qui va tout de suite mettre le feu aux poudres de l'Europe et la découverte du Nouveau Monde, je dirais, à l'agenda de la curiosité des hommes. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la première attestation historique de la découverte
de Christophe Colomb. Ce n'est pas ça, puisque ça réapparaît en 1559. C'est, effectivement, tu as raison, la lettre de Pierre Martyr, Pietro d'Aguilera, qui est un Italien, chapelain de la reine Isabelle, le 1er octobre 1493, à l'archevêque de Braga. Et là, la première fois, claque dans le ciel des littéraires européens, le nom de Christophe Colomb. Tu veux l'entendre? Oui. Un certain Christophe Colomb a navigué jusqu'aux antipodes de l'Occident et aux rivages de l'Inde. Du moins, il le suppose. Il a découvert plusieurs îles que l'on croit voisines de l'Inde. Ce sont celles que les cosmographes désignent sous le nom d'îles en dehors de l'océan oriental. Je le croirais volontiers, bien que la grandeur de la sphère paraisse contraire à cette opinion. Il ne manque pas en effet de savants qui pensent que l'Espagne n'est pas à une distance très considérable du rivage indien. Quoi qu'il en soit, cette découverte est considérable. Colomb a donné les preuves de ce qu'il avance. Il affirme même que ses découvertes postérieures seront plus importantes encore. Qu'il nous suffise d'apprendre que la moitié du monde ne nous restera plus caché. De jour en jour, les Portugais se rapprochent de plus en plus du cercle équinoxial. Aussi, tous ces rivages inconnus seront-ils bientôt accessibles à tous, car chaque peuple, entraîné par l'émulation, se soumet, pour les connaître, à des travaux et des dangers excessifs. Mais passons à un autre sujet. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Au moment où tant de statues de Christophe Colomb prennent l'eau dans le monde, où on ne veut plus le voir ni en peinture ni en sculpture, où tout dans cette aventure se ressent des relents dont on a parlé, de l'extermination qui rôde des Indiens. En 1892, alors là, le 500e anniversaire de la geste colombine avait été triomphant. À Séville, à Madrid, à Chicago même, dans le Nouveau Monde. En 1992, ça a été beaucoup plus difficile. À ce moment-là, déjà, on se rendait compte que tout dans cette idée de la découverte de l'Amérique était vicieux. Et c'est en 1992, d'ailleurs, que Jean Métellus écrit son Christophe Colomb. Alors, c'est important de dire ce que tu as dit de lui. C'était un médecin, c'était un poète, c'était un dramaturge, mais il est important aussi de dire qu'il était haïtien, qu'il avait écrit en 1986 un très beau texte sur Anacoena, qui était une cacique de Taino, hispanoia, qui avait été assassinée par les conquistadors. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre, en fait, ces vers puissants que tu nous as apportés. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus en entendre parler, qu'on veut passer à autre chose. Mais ça veut dire que cette grandeur-là, il faut la faire vibrer d'une inquiétude. Et cette inquiétude, ce qui se donne à entendre, c'est qu'elle vient à ce moment-là d'un écrivain qui parle depuis Haïti. Ça peut se terminer comme ça. Les dernières lignes de cette pièce. Oui. Les dignitaires de l'Église m'ont encouragé, Dieu lui-même m'a protégé, puis tous m'ont abandonné. Et me voilà seul, sans amis, sans appui, hormis ma famille. Pourtant ma vie n'est pas finie. Mon enthousiasme n'est pas brisé, mon énergie est intacte. Quel rôle puis-je encore tenir? Quel costume porterai-je aux yeux de la postérité? Navigateur ou explorateur? Découvreur ou bâtisseur? Architecte ou fossoyeur? Je réglerai ma respiration sur le mouvement de l'océan, sur la permanence des vagues, sur le flot, le flux et le reflux. J'épouserai cette immensité liquide et elle habitera mon souffle, ma volonté. La mer seule possède le secret de mon âme. Je féconderai sa matrice sans limite. Comme la lumière traversant les constellations donne naissance au jour, la fougue de l'écume comme celle de l'esprit
riche de vigueur, de frénésie, de fantaisie, nourrira mes visions. Et surgiront alors des formes mystérieuses, des paysages inconnus. Merci. On est juste à l'heure. Merci. Racine nous attend. Ouais. Merci. Merci beaucoup.